Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de mon top 2021, de tous ces films-là que j'ai aimés. Évidemment, c'est absolument pas un top de vérité absolue. Déjà, le mot top, c'est vrai qu'il est un peu galvaudé du coup. C'est juste les films que j'ai appréciés cette année, que j'ai aimés cette année. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu de mal à trouver des films que j'ai aimés cette année. En tout cas, que j'ai assez aimés pour mettre dans un top. Je trouvais que c'était pas forcément une année facile. Mais il y a plein de gens qui sont pas de mon avis. Moi, j'ai eu beaucoup de déceptions, on va dire, ou alors de films que j'attendais à un certain niveau et qui finalement étaient légèrement en dessous. Encore une fois, la règle, c'est que moi, je ne mets pas de chiffres. On va dire que je mets plutôt des niveaux de préférence. Cette année, on va dire, j'ai surtout deux films que je vais peut-être mettre au-dessus des autres. Et puis voilà, tout le reste que vous pouvez un peu mettre dans le même panier. Bon, on va commencer tout de suite, tant qu'à faire, on va se jeter dans le bain et je vais prendre un film comme d'habitude en fait. J'aime bien à chaque fois en premier, comme une 10e position, prendre un film qui, on va dire, n'a pas grand-chose à faire dans un top, entre guillemets, même si le film est bien, et c'est pour ça que je le mets d'ailleurs, parce que je l'ai aimé. Objectivement, il y a des films qui sont meilleurs que lui. Mais voilà, c'est toujours un peu une place que je nomme un peu la place troll. Et en plus, pour le coup, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Riders of Justice, qui a un titre absolument horrible, je trouve, mais qui est donc un film danois avec Mads Mikkelsen. Et honnêtement, j'ai été très surpris. Déjà, d'une, j'ai apprécié le film vraiment beaucoup. J'ai vraiment passé un bon moment devant. Mais pourquoi je le mets, c'est surtout qu'il m'a assez, on va dire qu'il m'a assez surpris par son écriture. Surtout en plus pour un film de vengeance, parce que c'est vrai qu'en général, le personnage principal, c'est celui qui va drive toute la story, et peut-être les à côté, c'est un peu en dessous et on s'en bat un peu les couilles. Là, en l'occurrence, je trouve que l'écriture des personnages secondaires, des deux ou trois, parce que j'ai un petit trou de mémoire, je crois qu'il y en a trois, elle est vraiment travaillé. Tu sens qu'il y a un background, tu sens qu'il y a un passif. C'est pas toujours mis dans ta tête, mais tu sens qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, je trouve que le jeu des acteurs entre eux trois, il marche parfaitement. On y croit à fond. Et j'ai vraiment été surpris là-dessus. Je me suis dit, putain, merde, c'est. En fait, c'est vraiment bien écrit. Et en plus, je trouve que dans le film, toutes les promesses sont tenues. Mads Mikkelsen, s'il a rien à prouver, c'est un bête d'acteur, mais voilà, il est très bien dans le film, ça marche très bien. Le film, il est hyper agréable à regarder. Et voilà, en fait, si je le mets, c'est surtout que j'ai été surpris par son écriture plus qu'autre chose. Moi, au début, j'avais un peu peur parce que Riders of Justice, je trouve que c'est un titre horrible. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, oula, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Et en fait, il est vraiment, vraiment très cool. Donc le deuxième film que je mets dans mon top, c'est Sound of Metal, un film américain avec Riz Ahmed et Olivia Cook. Olivia Cook qui est une actrice que j'apprécie énormément, grâce à notamment Me and Earl and the Dying Girl, on a fait une chronique d'ailleurs sur la chaîne si vous voulez aller voir. C'est un film que j'aime beaucoup, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Bref, d'ailleurs les deux sont vraiment incroyables dans le film, ils jouent parfaitement. D'ailleurs, c'est ça qui m'a impressionné avec Riz Ahmed, c'est que à un moment, j'avais presque l'impression qu'il jouait pas. Il a un espèce de naturel dans son personnage qui est juste, mais fascinant. Mais surtout, le film, je trouve très intelligent, parce que comme je vous ai dit, ok, les deux acteurs là sont assez impressionnants et du coup, on va dire, captent la caméra d'une manière hyper efficace. Mais en plus de ça, la mise en scène leur laisse de la place. Et c'est ça qui m'a aussi un peu impressionné dans le film, c'est qu'il y a des moments où, déjà d'une, il coupe pas, et surtout, il coupe pas la caméra. Tu sens qu'il laisse la caméra et il laisse des blancs, il laisse du silence, et il laisse presque parfois, j'ai l'impression, les acteurs créer quelque chose devant lui. Et on ressent tout ça, et on ressent la place qu'il laisse à ses acteurs. D'ailleurs, je crois que c'est son deuxième film au réalisateur, dont là, j'ai oublié le nom. C'est un pote apparemment de Direction de France, qui d'ailleurs a coécrit le scénario, je crois. Je vais mettre ici si je dis des bêtises. Et peut-être qui est aussi producteur sur le film. Direction de France, c'est le mec qui a fait The Place Beyond the Pines, par exemple. Il a fait un documentaire, donc c'est son vrai premier long métrage au réal. Et c'est très impressionnant la place qu'il laisse comme ça à ses acteurs, cette liberté qu'il leur laisse et qu'on ressent pendant le film. Et le truc qui m'a surtout hyper impressionné dans ce film, c'est son montage. Je le trouve d'une intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des ellipses et on sent qu'on passe vite certains pans pour avancer dans l'histoire assez rapidement du coup. Et il y a un truc que je trouve assez fou, c'est qu'en général dans ces films-là, par exemple c'est ce qui m'a un peu manqué dans Nomadland, c'est que je trouvais que le montage, j'avais pas trop aimé le montage. Je trouvais que ça allait trop vite et que j'avais pas le temps de me... Même si je trouve que c'est un film super, parce que du coup il est pas dans le top, il me manquait ça justement, il me manquait ce montage-là où j'ai le temps de, on va dire, m'imprégner du personnage, m'identifier à elle. Là où justement Sound of Metal, parfois il va te prendre juste une scène, par exemple quand ils dansent au tout début dans leur caravane, ce moment où ils se rapprochent, ils dansent, ils rigolent, ce petit moment-là, il me suffit à m'identifier à eux. Et après, il peut se permettre de faire des ellipses. Et en fait, c'est comme ça pendant tout le film. C'est d'une intelligence, je trouve, le montage. Cette manière qu'il a à chaque fois de s'arrêter sur une scène pour nous faire comprendre ce qui se passe, nous la faire ressentir émotionnellement, nous identifier au personnage, pour ensuite faire des ellipses et du coup nous faire croire à ce qui arrive après. Ah ok, maintenant il se passe ça, maintenant ça je le comprends et je le ressens par rapport à ce qu'il a fait avant. Et cette gestion du montage du film, elle m'a impressionné. Donc voilà, en plus le film je le trouve
Vraiment touchant, vraiment efficace, hyper intelligent. Et au-delà de ça, le petit défaut, c'est peut-être la fin. Je pense que j'aurais aimé un petit déclic en plus. Voilà, sans spoil, hein, mais voilà, j'aurais aimé un petit truc en plus qui me fasse vraiment ressentir l'émotion que j'avais envie de ressentir à ce moment-là. Mais je peux pas enlever au film que tout le film est je trouve vraiment mais assez impressionnant de maîtrise pour un premier long métrage en plus. Puis Riz Ahmed et Olivia Cooke, vraiment très très bon film. Donc voilà, je vous le recommande évidemment. Donc le prochain film que je mettrai dans mon top, c'est Steven Spielberg, West Side Story, qui est je trouve un film en fait juste d'une maîtrise qui est assez folle. À quel point il arrive à récupérer les codes de West Side Story l'original, même en termes de lumière, hein, en termes de lumière ou de mise en scène par exemple. Comment il arrive à s'imprégner de ces codes-là pour te les ressortir d'une manière maîtrisée, belle. La lumière, elle est somptueuse, mais pourtant, c'est des codes qu'aujourd'hui, on ne voit plus. Donc ça pourrait, on va dire, peut-être les spectateurs ou peut-être le film, ça pourrait lui donner un côté daté. C'est toujours bien fait, c'est toujours bien amené, c'est toujours maîtrisé. La lumière dans le film, elle est incroyable. Qu'il arrive à avoir encore autant de maîtrise. Le mec comprend tellement son médium. Je trouve ça, en fait, presque fascinant. Peut-être le tout petit défaut que je donnerais au film, c'est son personnage principal. Je trouve qu'il manque un peu de charisme. J'y crois un peu pas trop. J'arrive pas trop à m'identifier à lui. L'actrice qui joue Maria, je la trouve efficace. Mais celle qui m'a impressionné, c'est Anita. Je trouve qu'elle a un charisme. Je trouve qu'elle a une présence devant la caméra qui est incroyable. Je trouve qu'elle déchire l'écran. Et Riff, au début, j'étais en mode, voilà, qu'est-ce que... Oh, ouais, je suis pas foufou du casting. Et au final, plus le film il avance, et bah, peut-être en contraste avec le personnage principal aussi, mais plus je le trouve, mais plein de charisme. Je trouve qu'il joue hyper bien, juste. Donc voilà, si vous aviez eu peur ou vous n'êtes pas jeté sur West Side Story, n'hésitez pas, allez-y. C'est un petit bijou. Et en plus de ça, même en termes de propos, c'est incroyable, hein, parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, le propos des années 60 de West Side Story, encore aujourd'hui, il peut se transposer. Donc en fait, ça reste même quand même un film qui est encore de son temps. C'est très fort. Donc voilà, West Side Story, très très cool. Et le prochain film dont je vais vous parler, qui est dans mon top, c'est Un héros de Asghar Farhadi, un film iranien. C'est un film qui... Alors, j'ai beaucoup eu de mal à le mettre dans mon top au début. Je l'ai vu et je l'ai un peu mis dans le coin avant de voir les autres, on va dire. Et c'est un film qui, par contre, m'a vraiment pourchassé. C'est-à-dire que à chaque fois, j'y repensais. À chaque fois, je me disais, mais attends, mais pourquoi est-ce que je le mettrais pas? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Pourquoi? Mais pourtant, j'ai aimé ça, etc. Et en fait, plus le temps passait et plus j'avais un souvenir du film qui était vraiment positif. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'y mets beaucoup d'importance. C'est les souvenirs que je garde d'un film. Parce que, bah, par exemple, Benedetta, je vais pas le mettre dans mon film, parce que le souvenir que j'en ai aujourd'hui, alors que je l'ai vu quand il est sorti, il est pas forcément très bon. Je garde ça, mine de rien, je trouve ça important. Ça se trouve, je vais le revoir et je vais dire, bah merde, en fait, il est bien. Mais là, aujourd'hui, le souvenir que j'en ai, eh ben, il est plus négatif que positif. Et là, Un héros, plus le temps passe et plus j'ai de la positivité envers ce film. Et c'est un film que je trouve vraiment hyper intéressant. Et le film, je l'aime bien aussi par rapport aux propos qu'il tient. C'est un truc qui m'intéresse énormément et auquel je suis assez sensible. Parce que ce personnage-là principal, je trouve un peu antipathique et aussi quand même pas mal profiteur, qui est à la limite du détestable. En tout cas, moi, je l'aime pas trop ce héros, mais je trouve ça hyper intéressant qu'il se mette sur son point de vue à lui et qu'on se mette justement sur un personnage un peu détestable et un peu profiteur et de voir un peu toutes les mécaniques, de twister l'histoire, on va dire, pour lui, de s'arranger comme il peut, mais ensuite de voir que bah, peut-être ce qu'il a créé, ça va s'effondrer. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant, tous ces tenants et aboutissants de ce genre de gens qui peuvent se victimiser ou être un peu profiteurs. Les acteurs, en plus de ça, magnifient, je trouve, très bien le film et tout ce qui se passe. Mais le truc vraiment pour moi qui mérite qu'un héros soit dans mon top, c'est son plan final. Juste pour ça, c'est une masterclass. Je trouve vraiment que c'est une maîtrise de mise en scène, de scénographie, de compréhension du cinéma qui est juste, mais à la limite de l'absolu. Alors oui, on peut, peut-être que j'abuse un peu, mais vraiment, ce plan final m'a vraiment scotché de fou. Et rien que pour ça, je trouve qu'il mérite d'être là pour avoir sorti un plan comme celui-là, où on comprend tout en un plan, et il se passe plein de choses, et le cadre est bien maîtrisé. C'est vraiment une masterclass en fait. Donc voilà, franchement, allez voir Un héros de Asghar Farhadi parce qu'il est vraiment très cool à regarder, il est vraiment agréable. Même si moi, personnellement, à un moment, j'ai trouvé un peu monotone, j'étais un peu en mode, c'est dommage qu'il n'y ait pas que ça fasse un peu plus ça. C'est un peu comme ça, on va dire, parce que même quand ça pète un tout petit peu, je trouve que c'est toujours un tout petit peu. Et ça va jamais plus loin. Après, c'est une volonté, hein, peut-être, hein, mais moi, en tant que spectateur, je me suis dit, putain, merde, c'est dommage. Mais au-delà de tout ça, le film est vraiment cool. Donc voilà, allez regarder Un héros.
Et puis on passe au prochain film. Et ça va être d'ailleurs un film où franchement je m'attendais pas du tout à le mettre dans un top. Et je le mets parce que il m'a vraiment, vraiment surpris. C'est Pig avec Nicolas Cage. Alors déjà je mets Nicolas Cage dans un top, c'est incroyable. Moi je suis totalement fan. Sachez que même parfois, je continue de regarder les films claqués de Nicolas Cage qui sortent parce que j'aime bien le gars et que ça me fait rire et voilà, et les films sont vraiment nuls à chier, mais enfin, c'est pas grave. Mais là, Pig, je le trouve d'une intelligence et je pense que c'est un film extrêmement clivant. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est soit on rentre dans le délire, soit on rentre pas dedans. Et si on rentre pas dedans, je pense qu'on pense que ce film est un navet total. Et si on rentre dedans, je pense qu'on peut être surpris comme je l'ai été justement. C'est un film de vengeance sans vengeance. Et il part dans des endroits et dans des trucs parfois que je trouve mais tellement surprenants. Et à chaque fois, je m'attendais à quelque chose et en fait, non. Et en fait, non. Et je suis rentré dans le délire et je me suis dit, putain, mais ils vont vraiment faire ça. Je vais pas donner des exemples de ce qui se passe dans le film, etc. ou un peu trop raconter. J'aimerais, franchement, aller voir le film si vous l'avez pas vu. Et il y a un autre truc que je trouve hyper intéressant avec Pig, justement, c'est que même le casting, il est intelligent jusqu'à son affiche. C'est-à-dire qu'on va te faire croire jusqu'au bout de ce qu'est le film et ce que va être le film pour en fait te prendre à revers et pas du tout. En fait, j'ai vraiment été plongé dedans et je le mets pas parce que je trouve nécessairement que c'est un des meilleurs films de cette année, mais c'est un des films cette année, je pense que c'est le film qui m'a le plus surpris, où je me suis dit, putain, je me suis vraiment fait avoir. Et en fait, il y a un certain niveau où, à force de regarder des films, on sait ce qui va arriver. En plus, personnellement, j'écris des scénarios, j'ai étudié comment écrire un scénario et comment ça marche. Alors, aux États-Unis, je comprends toutes les mécaniques et souvent, quand je regarde un film, je sais combien de temps il reste. En tout cas, ça arrive assez souvent. Je peux savoir combien de temps il reste selon ce qui se passe dans le film. Et savoir, du coup, en termes de scénario, à quel niveau on est, etc. Et ça devient de plus en plus difficile d'être surpris et d'être autant surpris. Et c'est pour ça que je le mets, c'est parce que pour le coup, franchement, mais je m'attendais à chaque fois à quelque chose et à chaque fois, non. Et en plus de ça, Nicolas Cage joue bien. La lumière, elle est magnifique dans le film. Il y a vraiment des plans qui sont très beaux. La mise en scène, elle est vraiment comme il faut. Il n'y a pas de fioriture ou de que quoi qu'est-ce. Franchement, voilà, c'est très très cool. Je trouve que justement, c'est pas de l'esthétique pour l'esthétique. Je trouve que les plans qui sont très très beaux, ils arrivent au bon moment et du coup, ça fait pas forcément tâche. Moi, comme je l'ai dit, vraiment, si je le mets dans le top, c'est plus par comment il a réussi à me surprendre que par la qualité même intrinsèque du film, même si d'ailleurs il y a des choses qui sont très cool dans le film, mais c'est surtout la qualité qu'il a eue et l'audace qu'il a eue à réussir à aller au bout de son idée et à me surprendre moi jusqu'au bout en tant que spectateur. C'est un sentiment que je trouve juste hyper agréable. Donc voilà. Et donc le prochain film dont on va parler, si je vous dis pas de bêtises, il en reste 5, et ça va être Don't Look Up de Adam McKay avec DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, tout ça, tout ça. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce film-là, qui est sorti sur Netflix et qui est un film que j'ai adoré, vraiment quasiment de A à Z. Et Adam McKay est un réalisateur que j'adore. J'avais déjà mis Vice dans un précédent top. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, parce que je sais plus quand est-ce que Vice est sorti. J'avais adoré The Big Short, mais même, on va dire, la première partie de sa carrière où il a fait des comédies avec Will Ferrell, je trouve que le film est d'une efficacité, c'est une satire incroyable. Bref, je vais pas en parler non plus 1000 ans parce que je pense qu'il y a plein de gens qui parlent de ce film-là et partout, hein, même les médias traditionnels, je veux dire, par rapport à ce qu'il raconte, par rapport au cynisme aussi qu'il démontre. Il a cette intelligence de la satire, cette intelligence justement de la comédie par rapport à son passé aussi, mine de rien, et qui montre dans Look Up, du coup, qui est juste incroyable. Et juste petit shout-out à DiCaprio, parce que DiCaprio, c'est quand même DiCaprio, et il joue un rôle d'un scientifique timide, etc., qui n'ose pas parler. Ça arrive parfois justement que des grands acteurs viennent et volent un peu la vedette du film, où on va dire cabotinent ou surpassent le rôle qu'on leur donne. Et je trouve que DiCaprio, il est tout en retenue, il laisse la place à Jennifer Lawrence quand il faut, et son personnage, il le joue jamais pour être trop, etc. Franchement, je trouve que sa retenue dans son personnage, elle est à noter. Mais même la manière, la coupe de cheveux qu'il choisit à Jennifer Lawrence, par exemple, c'est tout bête, hein, la coupe de cheveux et la couleur. La manière dont aussi il a d'habiller et de coiffer, etc. DiCaprio. Il y a vraiment quelque chose où il travaille ses personnages et c'est hyper intelligent tout le temps. Je trouve que Don't Look Up est juste un film intelligent et intelligemment fait. Juste moi, Timothée Chalamet, personnellement, je peux pas. Même dans Dune, hein, je trouve que je comprends pas le délire qu'il y a autour de ce mec. Je trouve qu'il a aucun charisme. Je trouve qu'il joue mal. Quand il arrive dans Don't Look Up, je trouve que ça marche pas du tout. J'y crois pas une seule seconde. Donc voilà. Mais bon, après ça, ce n'est que mon avis. Mais c'est peut-être pour moi le point noir du film. Mais sinon, à part ça, je trouve que le film, il est juste trop cool, trop efficace, trop intelligent, hyper divertissant quand il faut. Et pourtant, il est intelligent dans son propos. Franchement, ouais, hein.
Don't Look Up, bravo. Le prochain film dont on va parler, c'est un film coréen-américain, parce que en vrai, même si ça suit l'histoire d'une famille coréenne et que ça parle littéralement H24 en coréen, c'est produit par la société de Brad Pitt qui est Plan B, et c'est même lui-même d'ailleurs, Brad Pitt, il est producteur exécutif dessus. Ça se passe dans la campagne américaine, c'est Minari, qui est un film vraiment... L'image du film et la mise en scène du film, elle est, on va dire, comment dire, elle n'est pas pure, mais il y a quelque chose de très soft et très agréable dans le film. Ce qu'il raconte, la manière dont il le raconte, la manière dont il met en scène ses personnages. En fait, je trouve que c'est juste un film proche de la petite perfection, entre guillemets. C'est-à-dire que je trouve pas non plus que c'est le chef-d'œuvre de l'année, pas du tout. Mais dans ce qu'il fait, dans ce qu'il aborde, en fait, je trouve qu'il le fait presque parfaitement. Je pense qu'il manque quelque chose au film, donc je pourrais pas vraiment décrire. Et le propos du film aussi, il est hyper intéressant sur la reconstruction de cette famille coréenne qui essaye de vivre aux États-Unis. Les acteurs, surtout les enfants, qu'est-ce qu'ils jouent bien, c'est incroyable. L'intelligence aussi de l'écriture, de ramener la grand-mère au bout d'un moment dans le film, qui du coup... Parce que le film, il pourrait partir dans un film un peu trop larmoyant, chiant, un peu... bon, voilà, on a compris le délire. Et le fait de ramener cette grand-mère-là dans ton film, eh ben, ça permet de redonner un nouveau souffle de vie au film, en fait, je trouve. Parce qu'elle arrive, elle est drôle, elle est presque insolente parfois, c'est trop marrant. Pour moi, le défaut du film, c'est le paysan américain qui travaille avec le personnage principal, qui cabotine beaucoup trop. Vraiment, on n'avait pas besoin de ça. Justement, c'est là la différence. C'est ça qui est intéressant, c'est que le second souffle que donne, pas le second souffle, mais on va dire que le nouvel élan que donne la grand-mère quand elle arrive dans le scénario, dans l'histoire, il est hyper intelligent et hyper intéressant parce que justement, il y a un naturel et elle amène ce naturel avec elle. Là où justement, ce qu'il essaye de créer de la même manière avec ce paysan américain, là, c'est un peu un échec parce que il n'est pas du tout présent pendant tout le film. Il est juste là à des moments, mais quand il arrive, je trouve qu'il cabotine totalement. Et ça, ce serait peut-être mon petit défaut du film. Mais sinon, à part ça, vraiment... j'adore le propos de la fin et comment il amène son propos de la fin en plus. Donc voilà, super film. Jetez-vous sur Minari parce que vraiment c'est une petite perle, un petit bonbon. Et on arrive dans les 3 derniers films de ce top-là. Et comme je vous ai dit, là cette fois, ces 3 films-là, on va dire, je les mets plus au-dessus. C'est vraiment ceux qui m'ont vraiment marqué cette année, plus que les autres. Et on va commencer tout de suite par un film qui est dans quasi tous les tops, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je ne sais même pas s'il a fait un bon score au box-office parce que je ne crois pas. Je crois qu'en France, il n'a pas forcément été beaucoup vu. C'est Le Dernier Duel de Ridley Scott. Vraiment, ce film, il est d'une efficacité. Après, d'un point de vue complètement personnel, le propos qui touche, c'est un propos qui m'intéresse énormément. Le propos de la vérité et au final que la vérité absolue n'existe pas et que la vérité existe que selon les points de vue qu'on a de chacun de la situation et de ce qui se passe et comment il a, la manière qu'il a aussi d'aborder son film par rapport à ça mais d'une efficacité incroyable. Le seul petit défaut, c'est que je trouve qu'au début du film, parce que justement, vu qu'on va revivre les mêmes moments, en fait, je trouve qu'avec Matt Damon, ça va très vite. Et en ce moment, j'ai l'impression d'avoir vu que des films comme ça, comme Nomadland, quand je vous ai expliqué, comme Sound of Metal. Ces trucs où, en fait, le montage, il est hyper rapide et il t'explique plein de trucs en très peu de temps. Et du coup, tu n'as pas le temps de t'identifier au personnage. Et je trouve qu'on loupe des moments émotionnels, etc. Quand ensuite on passe dans la deuxième partie du film, là, je me suis dit, ah putain, ok, attends. En fait, là, c'est intelligent. Là, il se passe quelque chose. Et là, j'ai compris. Et surtout, ce que je trouve incroyable dans Le Dernier Duel, c'est la subtilité de la mise en scène et de l'écriture, de comment il amène son propos. C'est-à-dire que ce n'est jamais mis dans ta face, c'est subtil, c'est des petits détails, tout le temps. Et si tu arrives à capter ces petits détails qui te met dans son film, tu comprends la richesse du film et tu comprends aussi la richesse de son propos. Je trouve aussi que c'est un film féministe sans être un film féministe. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas son propos de base et on dirait, en tout cas, quand on voit le film, c'est pas ce qui est pendant tout le film. Parce que pour moi, le propos de base, c'est la vérité. C'est en fait à quel niveau la vérité est absolue ou pas du tout. Et en fait, elle est différente selon les points de vue. Pour moi, c'est ça le vrai propos. Mais par contre, derrière, il a plein de thèmes sous-jacents. Et il a une manière justement de traiter et de parler de féminisme ou en tout cas voilà, de la condition de la femme à cette époque-là, etc. Qui, en fait, c'est pareil, il ne te la met pas en plein dans ta face. Et ça, qu'est-ce que j'aime ça. On n'a pas besoin que tu nous apprennes, que tu viennes, que tu nous prennes pour des cons en mode « regarde ». Et justement, c'est ça qui est assez incroyable dans Le Dernier Duel, c'est que c'est toujours subtil, même pour ça, c'est juste là, c'est en filigrane, et tu le comprends. Tu le comprends tout seul en tant que spectateur. On n'a pas besoin de te prendre pour un con,
et de tout expliquer. Et ça prouve le génie de Ridley Scott, qui malheureusement, j'ai pas toujours été d'accord avec le bonhomme dernièrement, parce que Cartel, et d'ailleurs je l'ai revu, je trouve nul. Prometheus, j'aime pas. J'ai pas vu le dernier Alien, mais j'aime pas tout ce truc-là qu'il a de revenir vers ses propres licences. Je crois que c'est lui qui a produit Blade Runner. Et le dernier Duel, c'est un petit bijou d'intelligence et de subtilité, de mise en scène, etc. Avec une scène finale incroyable. C'est vraiment, jetez-vous sur le film, parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais le film est juste trop bien. L'autre film que je vais mettre donc dans ce top-là, il en reste deux, et le deuxième dont je vais parler, c'est Drive My Car, un film japonais qui dure 3 heures et qui m'a fait beaucoup peur avant que j'aille le voir. J'ai regardé vite fait la bande-annonce, et j'ai regardé pas tout, j'ai regardé la moitié, j'étais en mode ok, bon, on va voir, parce qu'apparemment, il est vraiment bien. J'ai entendu du bien sur ce film-là, etc. Donc, on va y aller. Je ne vais pas vous mentir que j'ai eu un peu peur, parce que 3 heures, et déjà, je commence un peu à en avoir marre des films qui durent minimum 2h30. Et au final, mais je n'ai pas vu les 3 heures passer. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne pourrais même pas vraiment vous dire pourquoi. Je n'en ai aucune idée. Fondamentalement, je ne sais pas. Le film m'a captivé à un niveau. Déjà, il met 45 minutes d'intro. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une intro. Hein, quand tu commences ton film et qu'après 45 minutes, tu commences ton générique, c'est que tu as compris que ce qui s'est passé avant, c'était une intro, quoi. J'ai regardé mon téléphone à ce moment-là parce que juste, j'étais choqué. J'étais en mode, attends, quoi? Pourquoi il y a le générique là? C'est-à-dire que là, tout ce qu'on vient de voir, c'est une intro. Et du coup, j'ai regardé, j'ai vu, ça faisait déjà 45 minutes, 50 minutes que le film avait commencé. J'étais en mode, putain, mais c'est passé à une vitesse. J'ai l'impression d'avoir vu 15 minutes là. Et j'étais en mode, ok. Et du coup, j'ai laissé le film se construire. Déjà, j'aime énormément le propos qu'il tient et le propos de la fin qu'il tient. C'est un film qui est quand même très bavard. Et au final, il arrive à être intéressant et intelligent dans son propos. C'est un film sur la résilience, sur l'acceptation. C'est aussi un propos, je l'ai dit juste avant, mais c'est aussi un propos et un thème qui me touche beaucoup. L'acceptation et la résilience, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et que, en tant qu'être humain, c'est quelque chose de très dur à arriver à faire. Et il l'aborde d'une manière qui est intelligente, où il distille son propos pendant tout son film pour ce point d'orgue où, en gros, il te met tout son propos et tu fais « pas, ok, d'accord, j'ai compris ». Et au-delà de ça, l'échange qu'il y a entre les personnages, l'intelligence de... Ouais, putain, je sais pas en fait. Vraiment, j'en ai aucune... Bordel. Là, je suis en train de parler, je suis en train de broder, mais en vrai, je ne sais pas. Et je pense que c'est ça que j'aime le plus avec ce film. En fait, je crois que c'est ça. Je crois que ce que j'aime le plus avec ce film, c'est que je n'arrive même pas à décrire pourquoi j'aime autant ce film. Et en plus, pourquoi je ne me suis pas du tout ennuyé. Juste qu'il est trop intelligent. Sa manière de faire, son casting, le premier plan du film, c'est une beauté, même en termes de mise en scène. Hein. Il y a juste un petit truc, la meuf, elle se relève, elle rentre dans le cadre par le bas, mais juste cette mise en scène-là, avec la lumière, avec ce qui se raconte, le mec, en fait, il te capte directement en un seul plan qui dure je ne sais combien de minutes, 5 peut-être, je ne sais pas, 2. Bref, un plan qui dure quand même un peu. Juste avec ce premier plan du film, le mec, il arrive à te rentrer dans son univers, il te happe directement. Et je trouve qu'en plus, l'échange entre le mari et la femme, je sais pas, il est trop agréable à regarder. Et du coup, de regarder un peu ces échanges entre eux, comment ils se parlent, qu'est-ce qui se passe. En plus, au début, je me demandais, genre, où est-ce que va le film? Qu'est-ce qu'il va raconter? Le fait d'avoir imprégné ce thème-là dans le Japon, donc avec toute la culture qu'ils ont entre eux, etc. En fait, c'est hyper intéressant parce que tu mets la même histoire, peut-être aux États-Unis ou en France, en fait, tu peux pas faire la même chose. Tu peux pas raconter la même chose. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a impressionné et qui m'a captivé dans le film. C'est que forcément, parce que c'est une autre culture et que c'est au Japon, etc., eh ben, la direction que prend cette histoire, elle est différente. Et elle est différente au début, comme elle est différente au milieu, et c'est ça qui est incroyable. Et tu es là, en fait, en train de regarder des films et de te dire, ok. Je pense qu'on ne peut pas comprendre à quel niveau ils agissent comme ça et pourquoi ils agissent comme ça, etc. Et que du coup, on ne peut pas anticiper ce qu'ils vont faire. Et moi, il y a plein de moments dans le film où je me suis dit, attends, mais j'aurais jamais fait ça, moi. Ouah, c'est un ouf. Et du coup, je regarde et presque parfois, il me donnait une leçon. J'étais en train de me dire, putain, mais en fait, peut-être c'est comme lui qu'il faut agir, tu vois. Bref,
Je vais arrêter de tergiverser sur ce film. Regardez Drive My Car, je sais qu'il dure 3 heures, ça peut faire peur, mais regardez-le parce que c'est un petit bijou d'intelligence. Et voilà, donc regardez Drive My Car. Et le dernier film dont je vais vous parler, qui est un des meilleurs films que j'ai vu cette année avec Le Dernier Duel et avec Drive My Car, c'est un film français et c'est L'Événement qui est juste d'une maîtrise. Je crois que dans ce film-là, tous les plans sont beaux. C'est incroyable. La lumière, le grain, genre à chaque fois, je me prenais une claque. À chaque fois pendant le film, limite ça me sortait du film tellement le film est beau. Rien que pour ça, techniquement, mais allez voir le film. Putain, mais c'est une claque. Il est mais magnifique. Et en plus de ça, il y a une mise en scène. Elle est tout le temps comme ça avec sa caméra portée. Elle est tout le temps dans la tête de l'actrice. Donc on ressent tout ce qu'elle ressent. Il y a un peu cette volonté-là justement d'être tout le temps auprès d'elle, de la suivre, d'être en gros plan tout le temps. Et on a du coup forcément un ressentiment et une identification et une émotion qui est décuplée pendant tout le film en étant tout le temps collé à elle comme ça. Soutenu par des seconds rôles comme Pio Marmaille, par exemple, ou la mère dont j'ai oublié le prénom là tout de suite, qui sont connus et qui sont des acteurs du coup déjà ancrés et qui du coup... D'ailleurs, je trouve que ça arrive souvent dans les films, dans les petits films, mais de prendre des acteurs principaux ou, on va dire, vraiment secondaires directement, qui sont pas du tout connus, et te prendre derrière des figures paternelles, maternelles, de professeurs, etc., qui eux sont des acteurs connus. Et c'est intelligent parce que du coup, qu'est-ce que tu crées? Automatiquement, toi, en tant que spectateur, vu que tu connais l'acteur, eh ben, ton ressentiment par rapport à lui, il est différent. Et donc, du coup, de prendre des acteurs connus pour faire la mère, le père ou le prof, eh ben, ça les ancre automatiquement comme figure d'autorité sur nous en tant que spectateurs et on y croit instantanément. Déjà, en termes de casting, c'est intelligent. L'actrice, déjà, elle déboîte. Il n'y a pas beaucoup de faux jeux dans le film, qui parfois me dérange le plus dans le cinéma français, mais là, il n'y en a quasi pas du tout. C'est un film qui est tellement efficace dans son propos et de la manière dont il présente son propos. Je trouve que le film n'est absolument pas lourd. Et ça, c'est certes l'écriture, mais aussi sa mise en scène et surtout son montage. L'intelligence de montage de ce film, c'est-à-dire qu'à chaque fois, soit c'est le montage, soit c'est la mise en scène. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un moment où tu vas te dire « Ok, là c'est trop », soit elle coupe, soit avec sa caméra, elle change d'angle. C'est du coup d'une intelligence où on ne sent jamais cette chape de plomb sur ce film. Jamais. Il n'y a jamais de lourdeur sur ce film. Donc bref, franchement, comme vous l'avez compris, L'Événement, c'est hyper bien réalisé. La lumière est juste magnifique. Il n'y a pas un plan qui est pas beau. Les acteurs jouent bien. C'est bien écrit, c'est bien monté. Le propos, il est hyper efficace et il est tout sauf lourd. C'est jamais une chape de plomb. Je sais même pas si je trouve un défaut à ce film, pour être tout à fait honnête. Franchement, jetez-vous sur L'Événement, jetez-vous dessus. Quand je l'ai vu, je ne m'attendais pas à autant aimer. Je me suis pris une énorme claque. Et puis en plus, voilà, ouais... Non, allez le voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bordel? Donc voilà pour mon top. Ça a été dur quand même, mine de rien, je ne vais pas vous mentir, de faire le top et de trouver vraiment des films que j'avais vraiment adoré cette année. Il y a eu des très grosses surprises. Et j'aimerais quand même parler de deux films. Un film qui va probablement vous servir à rien, mais j'ai quand même envie d'en parler, parce qu'au cas où, si vous voulez diguer et réussir à le trouver, allez-y. C'est Baseball Girl. C'est un film que j'ai vu au Festival coréen cette année, et qui est un film que je trouve vraiment trop cool et trop stylé, mais qui malheureusement, je pense, ne sortira jamais en France. Déjà, d'une, parce qu'il est coréen, et surtout, deux, parce qu'il parle du baseball. Donc en France, on n'a absolument pas la culture du baseball, donc je pense que pour le distribuer, il y en a plein qui ne le feront pas. Donc si vous arrivez à trouver Baseball Girl, n'hésitez pas à le regarder. C'est vraiment un film léger, mais hyper efficace, hyper intelligent, hyper intéressant. Et en plus, moi, l'actrice, je l'aime beaucoup. C'est une des actrices d'Itaewon Class. Et elle joue trop bien dedans, les acteurs sont trop bien, le film... et fonctionne hyper bien, etc. Voilà, franchement, jetez-vous sur Baseball Girl si vous arrivez à le trouver, évidemment, parce que franchement, je pense qu'il sortira jamais en France. Mais j'avais envie de parler de ce film-là, parce que c'est quand même un des films qui m'a marqué cette année, et en vrai, j'aurais pu le mettre dans le top, mais ça n'avait aucun sens, du coup, donc je ne l'ai pas mis. Mais voilà, ça a permis aussi, cette vidéo, de faire un petit bilan de cette année 2021, et j'espère que vous allez pouvoir découvrir de nouveaux films grâce à ce stop-là, peut-être des films que vous n'aviez pas eu envie de voir, vous aviez peut-être peur, peut-être que... voilà, parce qu'au final, pour moi, c'est ça aussi le but du top, surtout, c'est de vous donner envie de voir des films, parce que peut-être qu'avec la passion que m'ont amené ces films-là, ça va peut-être vous amener, vous, à aimer, à vouloir les regarder, en tout cas, ces films-là, pas forcément à les aimer. Comme je vous dis toujours à la fin des pourquoi il faut regarder, le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, surtout que vous l'ayez vu. Et là, c'est un peu le but aussi de ces tops-là, c'est de vous donner envie de voir des films de cette année-là. Et donc voilà, en tout cas, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo
qui abordera un réalisateur fucked up pour un film pas le plus fucked up qu'il ait fait, mais déjà bien barré. Et ce sera Cold Fish de Sion Sono, sorti en 2011. Banks.